Je me présente, je suis Armelle Chauvreau, je suis responsable du pôle Créer mon entreprise pour la communauté d'agglomération de Grand Paris Sud. Je suis accompagnée de Jukunda Nyakate, donc chargée de mission pour la création d'entreprise à Grand Paris Sud. Et de Patrick Nyunaï, conseiller bénévole à l'ADI. Voilà. On a souhaité traiter ce thème de l'immatriculation parce que récemment, depuis quelques temps maintenant, l'immatriculation se fait beaucoup sur Internet, sur l'INPI. Pour autant, c'est une démarche qui n'est pas très très simple à réaliser. Il y a beaucoup de documents à fournir, il y a beaucoup de cases à cocher auxquelles on ne sait pas forcément répondre. Et il nous semble important du coup de donner un maximum d'informations aux porteurs de projets pour qu'ils puissent s'immatriculer en toute sérénité. C'est pour ça qu'on a fait appel à l'ADI pour qu'ils puissent traiter cette problématique, nous aider un peu à défricher quelles sont les grandes étapes, quels sont les documents à fournir selon le projet, selon les statuts juridiques, de façon à ce que vous puissiez franchir cette étape de l'immatriculation sans commettre d'erreurs et en étant serein. Voilà. Je vais laisser la parole à Patrick, même si au préalable, je vais présenter, Patrick, si vous pouvez défiler le PowerPoint, rapidement la communauté d'agglomération Grand Paris Sud pour laquelle je travaille avec Jokouda. Très rapidement, parce que l'objectif n'est pas de vous noyer dans les chiffres, c'est une communauté d'agglomération de 23 villes avec 357 000 habitants et plus de 31 000 entreprises. En 2023, il y a eu 4 935 créations d'entreprises. Donc, c'est un territoire qui est très dynamique d'un point de vue économique. Hop. On a des services, si vous pouvez défiler la diapo, Patrick, pour les entreprises. Donc pour la partie de Jokouda et moi, on est le pôle Créer mon entreprise. Donc on fait la promotion de l'entrepreneuriat, on met en valeur tous les partenaires et les dispositifs qui peuvent vous aider à créer votre entreprise. On a un pôle hébergement avec des pépinières d'entreprises qui peuvent du coup accueillir les entreprises qui viennent de s'immatriculer pendant les premières années et leur offrir du coup une solution d'hébergement à des prix moins élevés que les prix du marché, et ils peuvent également bénéficier d'un accompagnement. Et ensuite, on a un pôle développement, implantation, donc là pour des entreprises qui sont un peu plus anciennes. Et là, on les aide sur des thématiques aussi diverses et variées que les ressources humaines, le financement, etc. Donc c'est vraiment un accompagnement 360 degrés. Le pôle Créer mon entreprise, c'est quoi? C'est un diagnostic gratuit qu'on fait de votre projet. Et en fonction de votre objectif, de ce que vous êtes, de où vous en êtes, on vous oriente vers le ou les bons partenaires, le ou les bons dispositifs adaptés. Voilà, tout en sachant que vous pouvez nous appeler autant de fois que vous voulez parce qu'un projet, il avance et au fur et à mesure qu'il avance, les problématiques ne sont pas toujours les mêmes. Donc, on est là pour répondre à vos différentes questions. Un numéro de téléphone unique, 01 64 13 54 13, qui vous permet de bénéficier de ce diagnostic. Et je vais laisser la parole à Monsieur Nyunaï, donc pour traiter la thématique qui nous intéresse. D'accord. Merci, Amel. Donc, moi, comme je me l'ai dit, c'est M. Nyunaï Patrick. Je suis bénévole à l'ADI depuis 3 ans. L'ADI, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'Association pour l'initiative économique. Donc, nous sommes à la fois financeurs de porteurs de projets et accompagnateurs en cas échéant. Donc, notre thématique aujourd'hui, c'est l'immatriculation. Voilà, grosso modo, ce que nous allons parcourir aujourd'hui. On va voir pourquoi d'abord s'immatriculer. Quels sont les différents statuts juridiques qu'on peut choisir? On va tous les balayer, mais au moins les essentiels. Comment s'immatriculer en fonction du statut juridique et du projet. Et à la fin, je vous présenterai un petit dispositif que l'ADI propose pour les personnes qui veulent s'immatriculer. Donc, pourquoi s'immatriculer? D'abord, parce que c'est une obligation légale. On commence par là. Aucune entreprise ne peut se faire sur le territoire français sans avoir passé par cette étape d'immatriculation. Mais globalement, quel est l'objectif? L'objectif, c'est d'abord de travailler avec des fournisseurs professionnels. Parce que vous savez que lorsque vous êtes
entrepreneur, vous aurez à acheter des services ou des produits. Et pour ça, les professionnels, généralement, travaillent avec des professionnels. Ça permet de faire un devis et des factures dans lesquelles se retrouveront des informations de votre immatriculation, notamment le SIRET, qui est le SIRET et le SIREN, en l'occurrence, qui vous permettront qui permettront aux différentes personnes dont vous allez faire le devis ou les factures de voir que vous êtes immatriculé. Ça vous permet d'avoir une couverture sociale qui couvrira à la fois la maladie, la maternité, paternité et votre retraite. En tant qu'entrepreneur, bien entendu, vous ne cotisez pas au chômage. Vous vous immatriculez aussi pour être en règle avec les services fiscaux, grosso modo. En cas de contrôle de manière générale, ça vous évite justement soit de vous faire de prendre des amendes ou encore de vous voir confisquer vos produits en l'occurrence. Ça permet d'ouvrir un compte bancaire professionnel avec les avantages qui sont liés à cela, de faire de la plus commerciale, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui font des ventes, soit des ventes en ligne, soit des activités au black, mais donc qui ne leur permet pas de développer parce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire de la publicité. Ça permet de ça. Ça vous permet de souscrire à un crédit, notamment à la DIF si vous remplissez les conditions et de vous développer votre activité que vous avez obtenu. Ça vous permet aussi de bénéficier des différentes aides aux entreprises sur différents instituts ou entités, comme les aides que peuvent accorder les collectivités territoriales, les aides que peuvent accorder les différentes associations ou structures qui accompagnent les entrepreneurs. On a notamment vu ça au moment du Covid qui a entraîné donc la fermeture de beaucoup d'entreprises parce que ceux qui n'étaient pas immatriculés n'ont pas bénéficié des aides qui étaient allouées aux entreprises. D'autres avantages qui suivent, mais voici les principaux. Donc, je vous parlais justement de l'importance de l'immatriculation parce que nous, à l'ADI, on met un point à travailler sur les entrepreneurs informels, c'est-à-dire que ceux qui travaillent sans s'immatriculer. On sait qu'il y a pas mal de personnes qui, pour des raisons d'abord de peur, de ne pas savoir si leur activité va avoir un certain marché, commencent en informel, puis en fonction de comment évolue leur activité, décident de s'immatriculer ou pas. Donc, notre objectif en travaillant avec eux, c'est justement de les accompagner vers l'immatriculation en faisant tomber les barrières qu'ils peuvent avoir justement par rapport à l'immatriculation, notamment la crainte de perdre, par exemple, leurs droits sociaux, leur difficulté à appréhender la partie administrative et le devenir de leur minima, de leur pôle emploi en l'occurrence, lorsqu'ils seront immatriculés. Quels sont les différents statuts juridiques? Différents statuts juridiques, grosso modo, les entreprises se divisent grosso modo un peu en deux catégories, des entreprises unipersonnelles, c'est-à-dire créées par une seule personne, et les entreprises à plusieurs associés. Sur la catégorie entreprise à unipersonnelle, nous avons l'entreprise individuelle, qui se divise en deux, l'entreprise individuelle classique et l'entreprise individuelle au régime de la micro-entreprise, celle qu'on vous entendez partout appeler auto-entreprise. Donc, quelle est la particularité de l'entreprise individuelle? C'est que l'entreprise individuelle ne crée pas de distinction entre la personne et l'entreprise. Je prends un exemple très simple. L'entreprise, si je crée une entreprise individuelle, l'entreprise Unai Patrick sera la même chose que la personne Unai Patrick. Le patrimoine sera confondu. Ce qui n'est pas le cas lorsque on est en société. Par exemple, lorsqu'on crée une URL, c'est-à-dire entreprise unipersonnelle responsabilité limitée, là, on crée une société qui crée une distinction entre la personne et l'entreprise. Même chose pour la SASU, qui est une société à action simplifiée unipersonnelle. On a donc une distinction entre la personne et l'entreprise. Et les patrimoines sont différenciés, ce qui n'est pas le cas sur une entreprise individuelle, qu'il soit classique ou au régime de la micro-entreprise. Ça, c'est pour les entreprises unipersonnelles.
Pour les entreprises à plusieurs associés, je vais vous présenter la ACRL, la société à responsabilité limitée, et la SAS, qui est la société par action simplifiée. Je vais développer un peu plus tard. Il y en a d'autres. Il y a, par exemple, la SA, c'est la société anonyme, ou la SNC, la société non collective. Il y en a d'autres. Mais c'est les principaux qu'on retrouve en termes d'immatriculation. Donc, petite présentation rapide des entreprises, des statuts juridiques, notamment des entreprises unipersonnelles. Je fais un petit récapitulatif de ce que vous devez retenir principalement lorsque vous allez choisir votre statut juridique. Pour tout cela, le nombre d'associés, bien entendu, c'est une seule personne, comme je l'ai dit. Sur les formalités d'entreprise, on est sur l'entreprise individuelle sur des formalités très simples. Je vais vous les décrire lorsque je vous présenterai comment s'immatriculer. Vous allez voir, c'est vraiment la structure qui vous permet une formalité de création la plus simple possible. Pour le reste, c'est-à-dire les sociétés, que ce soit l'URL, la SASU et les sociétés à plusieurs associés, généralement, les formalités sont beaucoup plus complexes. Vous le verrez dans les slides qui suivent. Les responsabilités du dirigeant, comprenez les responsabilités vis-à-vis des créances que peut générer l'entreprise, c'est-à-dire les dettes que l'entreprise peut avoir. En cas de cessation d'activité, la responsabilité dans la capacité des créanciers à venir se rembourser est limitée aux éléments utiles à l'activité lorsqu'on est en entreprise individuelle et est limitée aux apports quand nous sommes en société, qu'elle soit une entreprise unipersonnelle ou une entreprise à plusieurs associés. Le régime de la micro-entreprise est possible en EI, il s'appelle auto-entreprise dans ce cas-là. Il est aussi possible en EURL, unipersonnelle à responsabilité limitée, mais il n'est pas possible d'avoir un régime de bénéficiaire de micro-entreprise en SASU. Pour les taux de cotisation, globalement, quand je parle de taux de cotisation, je parle de cotisation sociale plus cotisation fiscale. Elles sont grosso modo faibles en moyenne en fonction de votre chiffre d'affaires, bien entendu, quand il s'agit de l'EU, et elles sont grosso modo plutôt un peu plus élevées quand on est en société. Un petit point aussi à retenir, c'est les cotisations si vous ne faites pas de chiffre d'affaires. Lorsque vous êtes en entreprise individuelle, que vous soyez en classique, notamment en micro-entreprise, vous n'avez pas de cotisation à payer si vous ne faites pas de chiffre d'affaires. Si vous êtes en URL, si vous êtes en micro-entreprise, vous n'avez pas de cotisation sociale à payer. Même chose quand vous êtes en SASU, vous n'avez pas de cotisation à payer si vous ne faites pas de chiffre d'affaires. Je parle bien de cotisation sociale, en l'occurrence. En URL, si vous n'êtes pas en micro-entreprise, vous aurez une cotisation minimale à payer. Cotisation minimale à payer qui est de l'ordre de 1 000 €, si ma mémoire est bonne. Sur la question du capital social à apporter à la création de l'entreprise, lorsque vous êtes en entreprise individuelle, il n'y a pas de notion de capital social. Donc, vous venez comme vous êtes. Si vous avez, vous pouvez commencer même avec 0 €, ce que je doute qu'il soit possible, mais vous pouvez vraiment commencer avec pas grand-chose en termes de capital social. En société, vous commencez avec un minimum de 1 €. Alors, on est vraiment... mais de toute façon, vous allez, lors de la rédaction des statuts, déterminer le capital à laquelle vous allez pouvoir commencer. Mais le minimum légal est de 1 €. En termes d'obligations comptables et d'obligations de déclaration, lorsque vous êtes en entreprise individuelle, vous avez 2 obligations, grosso modo. Vous avez l'obligation de déclarer votre chiffre d'affaires selon une périodicité bien déterminée, c'est généralement soit tous les mois, soit tous les 3 mois, et de tenir un livret recettes-dépenses. Grosso modo, c'est toutes les obligations que vous avez à faire. Lorsque vous êtes une société,
Là, les obligations sont beaucoup plus nombreuses. Vous devez tenir une comptabilité d'engagement, vous devez envoyer des liasses fiscales, vous devez déclarer de la TVA, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour les entreprises à plusieurs associés, en l'occurrence SAS et la SARL, pour constituer ces entreprises, vous devez être minimum à 2 lorsqu'il s'agit de la SAS et minimum à 2 lorsqu'il s'agit de la SARL et maximum à 100. Les modalités de création d'entreprises sont un peu plus complexes. Je vous les détaillerai un peu plus tard. Là aussi, la responsabilité des dirigeants, c'est-à-dire la responsabilité vis-à-vis des dettes que peut créer la société en cas de défaillance, sont limitées aux apports. Le capital social, là aussi, librement fixé par les statuts, minimum 1 €, tout comme les sociétés unipersonnelles que nous avons vues un peu plus haut. Concernant la gouvernance, contrairement aux entreprises unipersonnelles qui sont généralement dirigées par le créateur eux-mêmes, les entreprises à plusieurs associés doivent, dans leur statut, déclarer un ou plusieurs dirigeants physiques lorsqu'il s'agit de la SAS et un président en ce qui concerne la SARL qui peut être une personne physique comme une personne morale. Rappel, pour personne morale, ça peut être une entité, ça peut être une association, une autre entreprise, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour les obligations comptables, c'est les mêmes obligations comptables que les sociétés unipersonnelles, tenues d'une comptabilité d'engagement, envoi de liasses fiscales au centre d'impôt, déclaration de TVA, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, un petit moment sur l'environnement de la micro-entreprise. Comme je le dis, et je le répéterai peut-être un peu plus tard, la micro-entreprise n'est pas un statut juridique, c'est un régime simplifié qui s'applique à certaines entreprises unipersonnelles comme l'entreprise individuelle. Donc, comme je vous ai dit un peu plus haut, l'entreprise individuelle au régime de la micro-entreprise, c'est ce qu'on appelle vulgairement l'auto-entreprise. Mais la micro-entreprise aussi s'applique à une autre statut juridique, si vous vous rappelez, c'est l'URL, l'entrepreneur unipersonnel, à responsabilité limitée. Donc, c'est un régime de cotisation fiscale et sociale. Quelles sont quelques particularités? D'abord, il s'est défini parce qu'il a des plafonds de chiffre d'affaires. En micro-entreprise, le plafond du chiffre d'affaires pour des activités d'achat-revente est fixé à 188 700 €. Pour des activités qui sont de la prestation de services et la location du meublé, c'est de 77 700 €. Attention, les cotisations sociales et fiscales ont pour assiette le chiffre d'affaires réellement encaissé. Et par principe, la micro-entreprise est en franchise de TVA. En l'occurrence, ça veut dire que lorsque vous êtes en micro-entreprise, lorsque vous allez vendre un produit, vous n'appliquez pas la TVA. Mais lorsque vous allez acheter un produit ou un service, la TVA va vous être appliquée contrairement aux autres statuts juridiques. Du coup, comment s'immatriculer en fonction des statuts? Donc, avant de s'immatriculer, l'entrepreneur doit valider différentes étapes. D'abord, il doit définir et évaluer son idée. C'est la base. Pourquoi pas une entreprise, son idée. Il doit s'assurer de l'existence du marché à travers une étude de marché, à travers aussi la confrontation de l'idée avec le marché, si c'est possible. C'est pour ça que certaines commencent aussi en informel pour pouvoir se confronter aussi leur idée avant de passer à l'immatriculation. Il doit pouvoir chiffrer son projet et faire un budget prévisionnel. Il doit pouvoir rechercher les solutions de financement qui s'offrent à lui,
je préfère l'ADI est une solution à ce niveau-là aussi, et choisir un statut juridique adapté. Par cela, je voulais faire comprendre que l'immatriculation, normalement, doit venir généralement en dernière étape avant le début du fonctionnement. On ne commence avec la réflexion sur le statut juridique et l'immatriculation tant que nous n'avez pas passé cette étape. Idéalement, définissez votre idée, faites l'étude de marché, chiffrez votre projet, cherchez les financements alloués à cela, et là, vous pourrez voir quel est le statut juridique qui peut s'adapter à cela et aussi réfléchir à l'immatriculation qui va avec. Donc, s'agissant de l'immatriculation, les formalités de création eux-mêmes, vous savez, depuis 2 ans, depuis 2022, oui, on s'immatricule sur un guichet unique, sur une plateforme Internet qui regroupe toutes les formalités d'entreprise, de la création à la modification, aussi à la cessation d'activité. Je vous présenterai la plateforme un peu plus tard. Donc, lorsqu'on veut s'immatriculer en entreprise individuelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire juste une déclaration sur le site Internet du guichet unique. C'est très simple. C'est le statut juridique où la formalité d'immatriculation est la plus rapide, à peine 1 heure, voire 2 heures, pour plus, et pas de besoin de rédager de statut, pas besoin de quoi que ce soit. Vous venez juste avec vos pièces d'identification, pièces d'identité, carte vitale, justificatif du domicile, et grosso modo, en 1 heure, vous faites la demande d'immatriculation sur le site du guichet unique. Quand il s'agit de sociétés, de manière générale, que ce soit les sociétés unipersonnelles ou les sociétés à plusieurs associés, il y a un formalisme beaucoup plus grand. Il faut rédiger les statuts, il faut nommer les gérants ou le directeur s'agissant des SASU ou des SAS, il faut ouvrir un compte bancaire professionnel, il faut faire un dépôt de capital social, il faut rédiger l'annonce légale, il faut faire aussi les étapes des actes accomplis avant la signature du statut et établir la liste des bénéficiaires effectifs. En l'occurrence, les sociétés et les associés actionnaires en cas d'ACS, en l'occurrence, et sociétaires en cas de EURL, en cas de SAR, en l'occurrence. Le coût de la formalisation des formalités de création, excusez-moi, pour les micro-entrepreneurs, la très grande majorité de la demande d'immatriculation est gratuite. Il y a quelques activités, du moins quelques formalités qui sont payantes. Ça dépend généralement aussi des centres de gestion de formalités. C'est-à-dire de la chambre des métiers, et la chambre des métiers et de l'artisanat, la chambre de commerce et de l'industrie à laquelle vous êtes affilié géographiquement. Mais grosso modo, c'est gratuit, sauf cas très rares. Sur les entreprises individuelles classiques, les frais d'immatriculation varient en fonction de la nature de l'activité. Dans un cas comme dans l'autre, vous ne saurez en l'occurrence que vous allez payer qu'à la fin de la formalité. Il y a des indicateurs, mais généralement, vous saurez exactement ce que vous allez payer à la fin de la formalité. Concernant les sociétés de manière générale, il y a des frais de publication au journal d'annonce et les frais d'immatriculation qui dépendent effectivement de votre centre de formalité, administrative. Il faudra rajouter pour la SASU des frais d'annonce légale pour la SASU et la SAS. Comme je vous disais donc, toutes les
toutes les formalités d'immatriculation et toutes les formalités de manière générale concernant l'entreprise se font sur un guichet unique. Ça s'appelle formalité.entreprise.gouv.fr. C'est sur ce site-là et sur ce site seulement que vous pouvez faire toutes les formalités d'entreprise. De la création, de la modification, de la cessation, il ne se passe que sur ce site-là. Néanmoins, vous pouvez être accompagné par les chambres consulaires, que sont les chambres, la chambre des métiers et de l'artisanat et la chambre de commerce et de l'industrie, ou d'autres associations qui peuvent être affiliées aussi, qui peuvent vous accompagner. En l'occurrence, l'ADI peut vous accompagner sur vos différentes formalités d'entreprise. Donc, voilà comment se présente le site, formalité.entreprise.gouv.fr. C'est le site sur lequel ça se fait. Il n'y a pas un autre site. Il n'y a pas un autre site dédié pour ça. Il y a ce site et ce site seulement. Et lorsque vous êtes sur ce site, vous voyez, vous cliquez, si vous voulez le faire seul, vous cliquez sur déclarer, normalement, là, et ou sur suivre au cas où vous avez déjà déposé une formalité d'entreprise pour suivre votre dossier. Je vous fais faire. Elle vous permet de créer votre compte si vous ne l'avez jamais fait et de vous identifier si vous avez déjà un compte. Le plus important, vous avez 3 méthodes grosso modo pour pouvoir vous inscrire au cas où vous n'avez jamais eu un compte. Vous avez la forme classique, l'IMPI Connect, qui vous permet juste de créer un compte juste avec un email. Vous avez la capacité de lier ce compte avec d'autres comptes, avec France Connect, qui se lie soit avec votre assurance maladie, soit avec votre compte des impôts, soit avec d'autres. Vous avez cette possibilité-là qui vous permet. Mais vous avez aussi France Connect Plus, qui vous permet à la fois de lier vos comptes avec vos différents, de centraliser tous vos comptes à un endroit, avec la possibilité de faciliter les modifications d'activité. Donc, si vous voulez commencer, vous voulez faire évoluer votre statut juridique et que vous le savez avant l'immatriculation, il vous fait le choix de France Connect Plus, qui va vous permettre de modifier aisément votre entreprise, du moins le statut juridique de votre entreprise. Voilà. Donc, à l'ADI, nous avons un petit parcours dont l'objectif est, comme je vous ai dit en entrée, de permettre aux personnes qui ont commencé l'activité en informel d'aller vers l'immatriculation en les aidant à traverser toutes les barrières liées au stress de l'immatriculation. Ça s'appelle le parcours tremplin. C'est un parcours que nous faisons sur 3 ou 4 rendez-vous. L'idée est généralement de donner un maximum d'informations à l'entrepreneur sur le statut juridique qui va aller, l'accompagner vers la rédaction de son business plan et de faire les formalités d'immatriculation avec elle. Du coup, on adosse à ça en fonction des besoins de l'entrepreneur, aussi un microcrédit, si, bien entendu, l'entrepreneur, il n'y a pas d'obligation à ce niveau-là. Donc, voilà présenté rapidement les différents, l'immatriculation. Je laisse Amel reprendre la main et vous accompagner vers la fin. Merci pour cette présentation qui a été très claire. Avant de laisser place à la question-réponse, si vous souhaitez nous rencontrer, nous revoir et avoir d'autres renseignements, on sera jeudi matin à Ris-Orangis pour un événement qu'on appelle un café pour créer mon entreprise, dans lequel on présente en fait tous les dispositifs et partenaires qui existent sur la création d'entreprise en fonction de votre stade d'avancement. Et le prochain webinaire aura lieu le 23 janvier et il sera sur le thème de l'économie sociale et solidaire. Mais maintenant, je vais laisser la place peut-être aux questions que vous pouvez avoir.
Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent, qui ont des Moi, questions? Oui? j'ai une petite question dans la publication que le SAS doit faire lors de sa création. Je ne sais pas si vous pouvez revenir sur le PowerPoint. J'ai l'impression qu'il y avait il fallait publier 2 fois en fait. Je sais pas. Ouais, c'est. Ouais, là, frais de publication. Ah non, c'est les frais. D'accord, frais de publication dans un journal d'annonce et publier une annonce légale au SAS. Ok, ouais, c'est moi qui avais mal vu alors. Et j'ai une autre question, c'est quoi la différence entre Sirette et Sirène? Le SIREN, c'est un numéro d'identification unique. Je vais prendre. C'est la même chose, sauf que le SIRET vous localise géographiquement, grosso modo. Ok. Le SIRET, les deux sont des numéros d'identification uniques. Le SIREN, c'est 9 chiffres et le SIRET, ça en a 15. Le SIRET sert à vous localiser géographiquement. D'accord, merci. Moi, j'avais une question concernant le processus après l'inscription sur INPI, il se passe quoi? Sur quel statut? En micro-entreprise. Une fois que vous avez fait votre inscription sur INPI, il y a d'autres choses à mettre en place? Il y a d'autres documents? Oui, il y a oui, il y a d'autres choses. Lorsque vous êtes en entreprise individuelle sur le régime de la micro-entreprise, une fois que vous êtes immatriculé, il faut voir si vous avez, comment dire, vous remplissez les conditions de demande de l'ACRE. L'ACRE, c'est quoi? C'est l'aide, c'est une aide qui vous permet d'avoir une réduction de 50% de vos cotisations sociales la première année d'exercice à l'activité. Il faut savoir si vous remplissez à ces conditions et faire la demande. Vous devez faire la demande, contrairement aux sociétés, la société où c'est grosso modo automatique. En micro-entreprise, il faut que vous fassiez la demande. Si vous êtes en entreprise individuelle au régime de la micro-entreprise et que vous voulez faire une activité commerciale, bien entendu, il faut faire la demande de carte ambulante. Donc, et après, c'est grosso modo ce qu'il faut faire après validation, bien entendu, de votre immatriculation. D'accord. Et par rapport à l'URSSAF, il y a des éléments à mettre en place, des formalités? Ouvrir de toute façon, une fois que vous êtes immatriculé, l'URSSAF va vous envoyer une lettre comme quoi ils savent que vous êtes immatriculé et que vous devez ouvrir un compte chez eux. Vous recevrez une lettre concernant pour l'ouverture du compte URSSAF. D'accord. Merci. Je vous en prie. J'ai une autre question, désolé. L'ACRE, on a un délai après la création de l'entreprise pour demander l'ACRE? Est-ce qu'on pourrait, par exemple, le demander 6 mois après pour que ça démarre Depuis l'année passée, il n'y a plus de délai. Il n'y a plus de délai réel. Depuis l'année passée, il était de 45 jours jusqu'à l'année passée. Depuis l'année passée, il n'y a plus de délai. Mais vous devez le faire dans la première année d'existence. D'accord. La seule condition. Et sachez que l'ACRE est donné par trimestre. L'ACRE est donné par trimestre, c'est-à-dire vous divisez l'année en trimestres et pour bénéficier d'un trimestre, il faut le demander avant le début de ce trimestre. Donc, si vous avez, là nous sommes en novembre, pour bénéficier d'une année, il faudrait vous immatriculer avant le début de l'année et demander l'ACRE avant le début de l'année pour bénéficier de tous les trimestres. Si vous demandez au milieu d'un trimestre, vous perdez le bénéfice de tout le trimestre. Parce qu'en fait, moi, je bénéficie de la RE, donc je me dis que j'ai le droit encore à 9 mois. Donc, je me dis, l'ACRE, je vais le prendre vraiment à 12 mois, quoi. C'est comme ça, je profite de la RE. Et puis ensuite, je démarre l'ACRE quand je me verse un salaire. Parce que je compte pas me verser de salaire par rapport à mon entreprise la première année. Donc, du coup, vous êtes en quoi? C'est quoi le statut? SAS. D'accord. Et donc, du coup, la première année, on compte ne pas se verser de salaire parce qu'on bénéficie de la RE. Et par exemple, on arriverait au 9e ou 10e mois, on demande l'ACRE et là, on commence à se verser un salaire avec la société, quoi. Est-ce que ça pourrait fonctionner? D'accord.
Bah, je pense qu'il faut faire quand même J'ai attention parce un... que vous devez la faire dans les Oui, 12 mois, hein, suivant la date de création. Dans les oui, 12 oui, mois c'est après. ça. Ok, ouais, ça marche. Ok. Oui, mais c'est la première année de création que vous devez demander l'acte. Ouais, ouais, ok. Donc, Ouais, c'est bon. Après, il faudrait voir, je ne Il sais me pas, la reste 9 question. mois comme il me reste 9 mois d'ARE de Pôle emploi, ça pourrait coïncider. Donc, du coup, ouais, c'est juste un délai qu'il faut bien respecter. Ok. Oui, le mieux est de demander à votre conseillère, hein, indemnisation, pour être sûr que vous rentrez dans les clous. Mais oui, tant que vous le faites dans les 12 mois, en principe, bon, Ça marche, ok. c'est OK. Merci. Oui, moi j'avais une question parce que je vois que dans les entreprises individuelles, en ce qui concerne l'EURL et la SASU, il y a obligation d'ouvrir un compte bancaire professionnel. Qu'en est-il de l'entreprise individuelle, la micro-entreprise? en micro-entreprise, vous n'avez pas d'obligation d'ouvrir un compte bancaire professionnel. Là, on est entreprise individuelle au régime de la micro-entreprise. D'accord. Donc, vous n'avez pas d'obligation d'ouvrir un compte professionnel si votre chiffre d'affaires ne dépasse pas 10 000 euros annuellement pendant 2 années consécutivement. Ok. Je ne sais pas si j'ai été clair. Si. À partir du moment où on dépasse les 10 000 euros sur 2 D'accord. années consécutives, on est obligé d'avoir un compte professionnel. Ok. Très bien, Exactement. merci. Finalement, on a tout intérêt à ouvrir un compte professionnel dès le début, si je comprends bien. Oui, en termes de gestion pure, Oui, de toute façon, il faudrait que vous ayez un compte dédié, oui, un compte ok. dédié à l'activité. Donc, soit professionnel ou personnel, il faudrait avoir un compte dédié au moins, tout du moins à l'activité. Ok, merci. Mais il n'y a pas d'obligation légale à cela, si ce chiffre d'affaires ne dépasse pas 10 000 euros. D'autres questions? J'en ai une, mais il faut que je me rappelle parce que du coup, j'étais en train de la répéter, mais plusieurs questions, plusieurs personnes à poser la question. Ah oui, je suis aujourd'hui en contrat d'apprentissage, donc étudiante. Donc, je souhaite ouvrir une entreprise en parallèle le temps que du coup mes études se finissent et que je puisse travailler dedans après. D'après ce que j'ai compris, vu que je suis en contrat donc salarié, le seul statut que je peux avoir, c'est l'auto-entreprise. En tout cas, l'auto-entreprise vous permet, qui permettent d'avoir à la fois salarié et entrepreneur. C'est ça. Comme Tout dépend de ça, je l'activité, je saurais pense. difficilement. Tout dépend de votre activité parce qu'effectivement, sur certaines activités, le statut d'entrepreneur peut se cumuler. Sur d'autres activités, vous pouvez avoir une société en parallèle de votre activité, mais il y a des conditions. Il ne faudrait pas que ça soit en concurrence avec votre activité salariée, etc. Ça, après, il Ah, faut ça, creuser, mais effectivement. dans certains cas, c'est possible d'avoir une société en plus de son statut salarié. Ça dépend de l'activité. C'est du commerce, achat-revente sur Internet, en e-commerce, du coup. Et vous êtes étudiante en quoi? En stratégie d'entreprise. Ouais. Bah, il faudrait voir. Après, ça, c'est vraiment les cas particuliers. Il ne faut pas hésiter, voilà, à vous rapprocher personnellement de nous ou d'une structure ou de votre. Après, c'est aussi selon les clauses de votre contrat, hein. C'est surtout ça. Mais c'est possible. J'ai des clauses de non-concurrence, mais de toute façon, c'est de la production, donc c'est autre chose. Ça n'est pas du e-commerce, quoi. Donc, au niveau de les clauses non-concurrence, ça va. C'est pas dans le même domaine. Mais voilà, je voulais savoir avant de faire les démarches, vu que du coup, par rapport aux cotisations sociales, etc., bah, je ne sais pas quel statut choisir, vu que je suis en statut salarié. D'une manière générale, quel que soit le statut, vous avez une obligation, du moins, vous avez deux obligations.
Diakuda vous a donné. Une, c'est de ne pas être concurrente de votre employeur, et de deux, vous avez une obligation d'information vis-à-vis de lui. D'information vis-à-vis de lui, justement. Et peut-être là où peut se faire la principale difficulté. Donc, quel que soit le cas, comme on dit Diakuda, faudrait se rapprocher peut-être des centres consulaires pour mieux s'informer. Sur la micro-entreprise, je suis certain, vous avez la capacité de cumuler. Après, sur les autres types de statuts juridiques, j'ai personnellement un doute, donc je ne pourrais pas vous valider ça ici. D'accord. Ok. Merci de la réponse. Notre question? Bon, bah, ça a l'air d'être bon. Bah, écoutez, merci à toutes et à tous pour votre participation et votre présence. Un grand merci à Monsieur Newnight de l'ADI pour cette présentation très claire des statuts juridiques et des formalités d'immatriculation. Voilà, pour ceux qui sont disponibles jeudi matin, vous pouvez nous retrouver à Ris-Orangis. Et puis sinon, le prochain webinaire en janvier sur l'économie sociale et solidaire. Un grand merci à tous. Excusez-moi, juste, j'ai une petite question. Est-ce qu'il y a un document qui sera envoyé? Parce que moi, j'ai tout compris, mais j'ai peur d'oublier. Donc, au cas où, est-ce qu'il y a un document qui est envoyé pour être sûr qu'on n'oublie rien? Oui, je vous envoie le document des et le prises- replay du webinaire. Ah, bah, c'est super, parce que j'ai fait des prises de notes, mais bon. Merci beaucoup à Oui, vous. je vous envoie tout ça. À très vite. Merci beaucoup. Au Merci. revoir. Bonne Au revoir. journée, merci Merci à à tous. tous. Au revoir, bonne journée. Au Bonne revoir. journée.